Et en fait, je me suis rendu compte que l'eau venait d'un peu plus haut et que du coup, toute la toiture était à refaire. Et en me rendant chez l'huissier, je vois à 20 mètres de chez l'huissier la camionnette de mon artisan. Donc là, je me dis, waouh, le hasard, c'est quand même dingue. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas terminé, c'est les joies de l'immobilier, mais c'est un truc qui va, je pense, m'occuper toute l'année 2024. Et là, on nous dit, ah bah non, mais il nous faut donc l'attestation d'un bureau d'études qui atteste que vous respectez les conditions d'accessibilité. Alors là... C'est que, en plus, j'ai un fil électrique EDF qui actuellement touche mon Velux du dernier étage, là. Et puis là, 3 semaines avant la signature définitive de la vente, là, je reçois un appel en fait qui m'informe que la vendeuse, parce que c'était une vendeuse à qui j'achetais, a été décédée il y a quelques jours avant. Des fois où vraiment tu perds dans l'immobilier en investissant, ou même avec ta résidence principale, ça existe, mais c'est quand même très rare, tu vois, les gens qui se font plumer. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, Noël, le jour de l'an et bientôt 2024. Pour finir cette année, j'ai donc invité sur le podcast Paco Débonnaire, qui est le créateur et l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0, un podcast francophone qui traite des sujets d'investissement dans leur ensemble. Certains d'entre vous le connaissent probablement déjà puisqu'il s'agit d'un podcast très écouté dans la catégorie business en France. Aujourd'hui, dans cet épisode, Paco et moi avons décidé de vous partager des histoires et des anecdotes relatives à nos hommes l'expérience immobilière, que ce soit en tant que particulier, pour de l'investissement locatif, ou bien encore comme Paco en tant que marchand de biens. Alors je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter cet épisode et découvrir nos péripéties immobilières. Avant de vous laisser à ces révélations, je tenais à vous remercier tout particulièrement parce qu'au cours de cette année 2023, le podcast et le blog ont continué à se développer grâce à vous. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et maintenant on est parti pour cet épisode avec Paco. À l'année prochaine. Bonjour Paco. Salut Alex. Bon bah écoute, je suis ravi enfin de t'avoir sur le podcast de Discutons Immo. Depuis le temps qu'on échange et qu'on collabore ensemble. Alors c'est vrai que les auditeurs de Discutons Immo le savent peut-être pas, mais on travaille ensemble déjà depuis un petit moment. Ça, je voyais d'ailleurs, ça va bientôt faire 3 ans là que je t'avais contacté. Wow. Donc le temps passe vite. Ah, donc c'est vraiment au démarrage du coup, hein, parce que ça fait plus de 3 ans juste 3 ans aussi que j'ai lancé le podcast. Donc ouais, c'est ça, parce que je t'avais contacté tes tout débuts, je sais plus à combienième épisode, mais parce que j'étais tombé sur ton podcast à l'époque et j'avais pris contact. Bon, en tout cas, voilà, la relation a perduré jusqu'ici. On va voir au-delà de cet épisode de podcast, mais si ça continue. En tout cas, donc pour ceux qui connaissent pas Paco, qui est l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0 depuis maintenant quelques années, qui est également marchand de biens, qui fait de l'immobilier, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Ouais, bien, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Je suis honoré, Alex, pour ça, pour parler IMO. Moi, sur la partie podcast, j'anime un podcast effectivement depuis plus de 3 ans sur l'invest, de manière générale, un peu sur l'invest, l'organisation, IMO, beaucoup d'IMO et un peu d'autres types d'investissements également. Et en parallèle, j'ai fait du locatif pendant depuis 2017, donc ça fait 6 ans maintenant, depuis mon premier invest. D'abord en tant que salarié, j'étais analyste dans une agence de notation, et puis après, depuis 1 an, j'ai quitté mon job pour me consacrer du coup à 2 activités, marchand de biens. Donc j'ai arrêté le locatif et je me suis mis en marchand, achat-revente. Et à côté de ça, toujours l'animation du podcast qui, en partie, en grande partie grâce à toi aussi, Alex, me permet de vivre aussi une partie de ça. Donc voilà en gros qui je suis en 2 minutes. Ouais, super. En plus, aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode qui sort un petit peu de ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant et de faire quelque chose d'un peu plus peut-être
informel pour Noël, puisque on a décidé avec Paco de se raconter quelques anecdotes croustillantes qu'on a pu avoir en immobilier, quel que soit le contexte perso, pour du locatif ou en marchand. Donc je ne sais pas quelles anecdotes Paco va me raconter, et lui ne connaît pas non plus mes anecdotes. Donc voilà, on va essayer de partager ça aujourd'hui, voir ce qui s'est passé d'un petit peu marrant ou instructif pendant nos différentes expériences. Alors bon, est-ce que tu veux commencer, Paco, ou tu préfères que je me lance? Ouais, je peux commencer, briser la glace. Vas-y. Bon, tu parlais de croustillant. J'ai essayé de mettre mettre ça au four pour que ça soit un peu justement bien, que ça croustille. Mais tu me diras, là, ça se trouve, ça tombera pas. Juste, en tout cas, des anecdotes. J'ai pensé à des anecdotes qui m'ont un peu marqué ou qui m'ont appris des trucs dans l'immobilier que je trouve intéressant. Bon, le premier truc, number one, je pense que beaucoup l'ont eu, mais qui m'a pas mal plombé, c'est la fuite d'eau, la fameuse fuite d'eau. Dans mon appart à Saint-Denis, donc c'est le premier invest que j'ai fait en 2017 en locatif, un T3 à Saint-Denis Playel exactement, que j'ai exploité en coloc mais de deux, qui marchait bien et sur lequel en fait j'étais prêt à arbitrer, j'allais vendre le bien. C'était l'année dernière, l'été de l'année dernière, j'étais parti pour commencer à le vendre en fait au moment où le marché était au plus haut parce que c'était un peu avant que ça retombe. Et en fait, mes locataires sont partis et on laissait, tu sais, dans les toilettes, des fois, dans les WC, t'as la petite tigette à côté, Ouais. en fait, qui existait depuis là où moi j'ai acheté, quand j'ai acheté l'appartement et qui sert absolument à rien sauf à faire un dégât des eaux dans ton appart. Et donc ça, c'était la leçon que j'ai appris finalement. En fait, en gros, ils sont partis et ils avaient laissé, tu sais, il y a un robinet, d'ouverture ou de fermeture De la cuve de la chasse, tu veux dire? En fait, c'est l'ouverture-fermeture de ce petit tuyau en plastique qui fait que, et en fait, au bout de ce tuyau en plastique, cette tigette, il y a un pistolet à pression. Et en fait, t'as deux déclencheurs si tu veux. Oui, je comprends. T'as l'arrivée d'eau en pression et après t'as le choix ou pas avec le pistolet de l'ouvrir ou de le fermer. Sauf que avec l'été et la chaleur, le plastique entre les deux a explosé, a claqué. Et donc toute la pression, puisque le robinet en haut était ouvert, est allée dans l'appartement. Donc c'était Sympa. une bonne vision. D'ailleurs, intéressant de voir à quel point ça ressemble à un bateau, un appart. Quand t'as vraiment de l'eau, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment, tu patauges, vraiment patauges, quoi. Et donc, t'as joué au capitaine? Ah, c'est ça. Donc, moi, j'ai passé une année à déjà me faire indemniser avec l'assurance. Donc, t'as pas pu le vendre déjà pendant cette période, j'imagine. Exactement. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule, en fait. C'est que d'un côté, alors le positif, si tu veux, du truc, c'est que j'ai quand même pu avoir la rénovation totale de mon parquet gratuit, enfin, payé par l'assurance. Ça, c'est le seul truc positif, mais les deux négatifs, c'est effectivement j'ai fait pendant une année, ça m'a occupé avec l'assurance, et c'est une gestion des assurances qui est compliquée, qui est toujours chiant. Et deux, effectivement, moi, je l'ai pas pu le vendre en haut du marché, et je l'ai vendu là il y a 2 mois, cet appart. À un prix correct quand même, mais tu vois, si j'étais vraiment au pic, si je l'avais vendu là, je gagnais peut-être 20 000 euros sur un appart qui. Ouais, donc t'as beau t'avoir peut-être fait payer le parquet, c'était pas si rentable, quoi. C'est ça. Mince. Bon, t'as réussi à le vendre quand même, ça va. Ouais. Mais bon, ouais, c'est toujours. De toute façon, tout ce qui est fuite d'eau, dégâts des eaux, je pense que tout investisseur IMO, un jour ou l'autre, et même même si on n'investit pas, on est confronté à ce type de problème un jour ou l'autre. C'est toujours galère à régler, à identifier aussi les origines. Bon là, visiblement, c'était clair sur l'origine, mais. Ouais, c'est dans l'eau, c'est. D'ailleurs, j'en ai peut-être une deuxième en bas de la liste En réserve. pour en parler, mais ouais, c'est. Ok. Bon alors à mon tour. Alors moi c'était sur ma résidence principale il y a pas tellement longtemps puisque j'ai déménagé et acheté une nouvelle résidence principale il y a un peu moins de 2 ans là. Et donc on a acheté avec ma compagne et on avait pas mal de travaux à faire réaliser dans le bien. Donc on a retravaillé avec un artisan que j'avais fait travailler sur un projet locatif par ailleurs avec qui tout s'était très bien passé. Et donc là, c'était un plus gros chantier quand même aussi pour nous et pour lui. Et bon, peu importe. Mais donc, il a commencé à intervenir avec ses équipes, etc. Et on avait pour plusieurs mois de travaux quand même. Donc, parce qu'il y avait de la dépose pas mal au départ. Et puis ensuite, de la rénovation, des cloisons, enfin de la plomberie, un peu de tout. Quoi. L'isolation, bref, pas mal de choses. Et puis, au bout de quelques mois, ça devenait plus compliqué. Ça avançait moins vite. Donc, je le rappelais régulièrement.
Et donc parfois je l'avais assez bien au téléphone, ça se passait bien, il revenait sur le chantier, oui, il recalait ça correctement. Et puis à un moment donné, ça a été compliqué, il y a eu une pause sur le chantier et après impossible de reprendre contact à nouveau avec lui, alors que jusqu'à ce moment-là, ça se passait plutôt pas mal, j'arrivais relativement facilement à lui parler. Donc après plusieurs messages et autres, comme je sais où est son local, j'ai même essayé d'aller le voir à son local. Bon, il était pas là à ce moment-là, je l'ai pas vu. Et puis je lui ai laissé quand même pas mal de messages et au bout d'un moment, j'avais plus d'autre option que de me dire mais bon bah si on veut pouvoir poursuivre nos travaux, faut qu'on le fasse avec un autre artisan. Pour pouvoir faire ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est pas si simple. À partir du moment où vous êtes engagé sur un devis, théoriquement, faut d'abord faire un constat d'huissier pour faire constater l'abandon du chantier, quoi. Donc j'en étais rendu à cette étape-là et donc j'ai pris rendez-vous avec un huissier pas loin de chez moi. Je me suis rendu chez cet huissier ce jour-là. Et en me rendant chez l'huissier, je vois à 20 mètres de chez l'huissier la camionnette de mon artisan. Donc là, je me dis, waouh, le hasard, c'est quand même dingue. Je vais chez l'huissier pour prendre rendez-vous pour un constat d'abandon de chantier, et la camionnette de mon artisan est garée à 20 mètres, quoi. Et donc là, je regarde pas pour les si bonnes je le vois raisons, à côté. j'imagine. Pardon? Pas pour des bonnes raisons, j'imagine. Bah, j'en sais rien, mais à ce moment-là, je sais pas trop, et je me dis, ah là, ce serait dingue que j'aille chez l'huissier et que lui aussi il soit, quoi. J'en sais rien, parce que je me disais, peut-être qu'il a déposé le bilan, enfin, j'en sais rien, il y avait plein de choses qui me passaient par la tête, quoi. Je me suis dit, je vais le croiser chez l'huissier, quoi. Et donc, je vais là-bas, j'attends dans la salle d'attente et tout, je me dis, à tout moment, la porte va s'ouvrir et je vais le voir. Mais bon, finalement, non. L'huissier me reçoit, je lui explique la situation, tout ça. Et puis bon, il convient qu'en effet, la seule bonne chose à faire, ce serait de prendre rendez-vous pour qu'il puisse venir faire un constat d'abandon de chantier dans les jours qui suivent. Donc je prends rendez-vous. Et puis en ressortant quand même, je regarde s'il y a toujours la camionnette et tout. Il y avait toujours la camionnette. Et je vois un chantier pas loin parce que c'est une zone urbaine, donc il y avait un bâtiment juste à côté où il y avait des travaux. Et je le vois pas sur ce chantier, mais je me dis probablement il intervient là, quoi. Donc je laisse un mot quand même sur le camion en disant ah bah je vois que vous êtes vivant, merci de me rappeler, etc. et tout. Et puis vu que j'habite pas loin, bon je suis quand même rentré chez moi et puis je suis revenu quand même à plusieurs reprises dans la matinée pour voir si je le captais, quoi, parce que vraiment j'en avais trop marre, je voulais essayer de résoudre ça rapidement et jusqu'à ce moment-là tout s'était toujours bien passé, donc je comprenais même pas vraiment pourquoi ça se passait pas bien. Et à un moment donné, je passe pas loin et je vois le camion qui commence à partir parce que j'étais un petit peu plus loin. Et là, je cours jusqu'au camion et je l'arrête. Et donc là, enfin, on a pu se parler. Et donc bon, bah, il m'a dit qu'il avait des problèmes personnels et autres. Et voilà, il était vraiment désolé de la situation. Il n'osait même plus me rappeler, etc. Bon, grâce à ça, finalement, on a pu relancer le chantier, on a pu discuter. Et il a repris les travaux, etc. Mais j'ai pas eu besoin de faire de constat d'abandon de chantier. Mais le truc de fou, quoi. J'arrivais pas à le joindre. Je le voyais nulle part. Et là, le jour où j'ai rendez-vous pour aller chez l'huissier, en bas de l'immeuble, qu'est-ce que je vois, sa camionnette. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue le hasard. C'était un vrai hasard ou il était là-bas pour t'as retrouvé pourquoi il était là-bas? Bah parce que il se trouvait qu'il avait un chantier qui reprenait tout juste apparemment après avoir s'être arrêté pendant je sais pas combien de temps. Il reprenait tout juste ce matin-là, m'a-t-il dit, dans ce bâtiment-là. Alors c'était vraiment un gros hasard ou pas. Mais en plus le pire c'est que d'habitude je passe pas exactement par là pour aller à cet endroit-là. Mais ce jour-là, je sais pas pourquoi je suis passé par là. Tu te dis mais c'est incroyable. Donc voilà pour ma petite anecdote. T'as eu de la chance, franchement, au final. Bah bien tiré, quoi. Sans doute, ouais. J'ai eu de la chance. Puis après, bon, bah le chantier s'est terminé normalement et voilà, quoi. Donc je suis toujours en contact avec lui. D'ailleurs, bonjour Michael, hein, si jamais tu écoutes ce podcast. C'est vrai tu vois, quand t'as commencé l'histoire et tout, je me suis dit, c'est vrai qu'on a souvent un peu le biais, on a telle frayeur de ce genre de truc qui arrive, l'abandon de chantier ou le mec qui dépose le bilan, c'est tellement flippant comme situation qu'en fait on n'imagine pas qu'il puisse y avoir juste le gars comme tout le monde il peut avoir des soucis à un moment donné. Ouais, c'est ça ouais. Et puis bah je pense que comme on avait plutôt une bonne relation, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il était un petit peu gêné de reprendre contact après tout ce temps où il m'avait laissé sans réponse, etc. Donc bon, le fait finalement que je l'ai confronté et qu'on a pu se parler franchement, bah ça a débloqué les choses visiblement. Donc. D'accord, ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Non, c'est bien aussi pour ça que le côté humain, c'est super important. Ouais, c'est hyper important. Mais ouais, c'est vraiment le coup de peau, quoi, le coup de peau. Voilà, pour la prochaine, c'est pas un truc qui est terminé, donc je sais pas
quelle va être l'issue de ce truc. Je déballe juste un peu voilà mes histoires du quotidien parce que c'est assez particulier. Là, c'est le dernier invest que j'ai fait, ces 3 apparts qui sont à Stein dans le 93, limite Saint-Denis, et que j'ai acheté il y a un an et demi à peu près, et que j'exploite en meublé. Donc en fait, c'est un morceau. Il y a une entrée exclusive avec un palier et 3 apparts. Et cette entrée, elle fait partie d'un ensemble dans un immeuble avec 2 locaux commerciaux et une autre entrée avec une autre habitation. Donc on est 3 copropriétaires sur ce bien-là, sans syndic de copropriété, ce qui déjà est bancal, et évidemment une façade qui maintenant est à refaire et un toit qui, je viens de l'apprendre aussi récemment, est aussi à refaire, avec des problèmes d'eau, et on en parlait tout à l'heure, puisque moi j'ai l'appart justement qui est au-dessus, en fait, sous les toits, et qui avec des Velux qui je pensais étaient les responsables de la fuite, en fait, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait quand il pleuvait, donc c'est pas supposé pleuvoir a priori à l'intérieur des apparts. Et en fait, je me suis rendu compte que l'eau venait d'un peu plus haut et que du coup toute la toiture est à refaire. Et que sachant surtout, déjà c'est un coût, mais surtout que je vais être là, c'est la situation de comment négocier avec 2 autres copropriétaires qui sont a priori, j'essaie de les appeler. Il y en avait un qui m'a rappelé seulement là après plusieurs mois où je pensais qu'il était pas vivant, quoi, en gros. Et l'autre qui dit qu'il veut pas payer, qui veut pas mettre des sous dans la rénovation de façade, qui veut faire ça lui-même avec son seau de plâtre et sa truelle. Et donc c'est pour ça que je dis c'est pas terminé, c'est les joies de l'immobilier, mais c'est un truc qui va, je pense, m'occuper toute l'année 2024, qui est assez intéressant, avec plusieurs trucs à gérer sur les 2 fronts, toiture, façade. Enfin, je pense que je vais faire tout d'un coup en tant qu'apprentissage sur une année, quoi. Ouais. En plus, si t'as pas de syndic de copro, même bénévole pour t'aider sur le sujet, bon, ça complexifie un peu. Bon, si vous êtes que 3, ça peut permettre quand même de discuter, mais s'il y en a un déjà qui veut rien entendre parce qu'il veut faire les travaux lui-même, c'est vrai que ça va pas être le cas le plus simple, peut-être. Non, je pense pas, mais je pense que tout le monde a quand même un intérêt à ce que ça fonctionne. Ouais. Dans ces cas-là, faut voir un peu positif, un peu. Hein. Je te disais tout à l'heure, par rapport à ton artisan, faut dire bon, quel est l'intérêt des gens, tu vois? Est-ce que ils ont quand même intérêt à ce que leurs biens prennent de la valeur, et que surtout la mairie, elle peut arriver aussi et dire, faire une mise en demeure, parce que la façade d'extérieur est vraiment dégradée, et donc elle peut faire une mise en demeure pour la nettoyer. Ouais. Pour la nettoyer. Il y a un autre truc aussi en plus de ça sur ce dossier-là, qui pourrait éventuellement finir en opportunité peut-être. C'est que comme moi j'ai l'appartement au-dessus, donc au dernier étage sous les combles, c'est un studio sur lequel j'ai pas eu le permis de louer parce qu'il est trop petit d'après le PLU de la ville. Donc normalement c'est 9 mètres carrés sur 1 mètre 80, loi Carrez. Mais le PLU de la ville demande que ça soit sur 2 mètres 20 de plafond. Et en fait, donc je peux l'exploiter qu'en Airbnb actuellement, ce qui est un peu sportif. La possibilité que je pourrais avoir, c'est de surélever un tout petit peu au moment où je remplace ma toiture, de 40 cm, tu vois. Ça, c'est faisable. Ce qui pourrait me donner finalement le permis de louer en longue durée sur cet appart-là. Mmh. Mais le dernier truc qui va être aussi falloir faire, en plus de t'imagines toutes les obstacles pour y arriver, parce que faut que ça soit voté, tout ça aussi. Hein, ouais, faut que t'aies convaincu les 2 autres. C'est que en plus j'ai un fil électrique EDF qui actuellement touche mon Velux du dernier étage là, là où je veux rehausser le toit. Et donc il va falloir le faire virer, en fait, pas rehausser mais carrément virer, parce que si moi je veux surélever, il faut pas qu'il soit là. Donc je vais devoir aussi ouvrir un dossier avec Enedis pour qu'il fasse un voilà. Donc ça va être aussi un autre partenaire avec qui je vais bosser pas mal sur 2024. Ouais, c'est pas évident. Ouais, parce que là, il touche déjà ton Velux, le câble, tu dis? Il touche quasiment, ouais. Déjà, j'aurais déjà dû les appeler avant et leur dire. Oui, peut-être que même si tu surélèves pas, peut-être même que c'est déjà limite en termes de sécurité. Ça, je sais pas. Oui, déjà c'est limite. Mais ce que je voulais pas, moi, c'est qu'ils disent, parce qu'il y a possibilité, tu vois, quand tu regardes les poteaux, que en fait ils montent simplement de, je sais pas, 20 cm le fil, pour qu'il touche pas du coup mon toit, mais il serait quand même embêtant dans mon projet de surélévation, tu vois. Donc c'est là où toi, le but c'est qu'il dégage complètement. Complètement, voilà. Donc ça va être,
je sais pas si, voilà. J'ai jamais fait, donc on verra, mais. Ouais. Mais je sais que des fois, des gens qui ont ces problématiques parce qu'il y a un poteau même sur leur terrain et que pour construire, ils ont besoin de déplacer ou des choses comme ça. Ouais, enfin, je connais pas de cas bien précis, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours très très simple, c'est sûr. Enfin, faut lancer les discussions avec Enedis, quoi. Ok. Alors à mon tour, écoute, moi j'ai une autre anecdote qui m'est arrivée sur un projet locatif que j'ai avec un ami, avec Stéphane, où on a en fait racheté un bâtiment dans le centre de la France, dans une ville assez grande pour le centre de la France, et dans laquelle on a en fait transformé ça en habitation pour faire une colocation. Et donc c'est pareil, c'était quand même un gros chantier, parce qu'à la base c'était pas du tout une habitation, donc c'était du parpaing brut, 200 mètres carrés à transformer en colocation. Donc beaucoup de travaux, et donc aussi des autorisations d'urbanisme à obtenir, puisque on a fait mettre des Velux, t'en parlais tout à l'heure, on a refait la façade, enfin, voilà, on avait et puis c'est surtout en secteur architecte des bâtiments de France, donc voilà, de toute façon dès qu'on touche un peu à la façade, encore plus dans ce cadre-là, il fallait faire des demandes. Donc on a fait toutes nos demandes qui ont été acceptées, c'était pas un souci, puis on avait 6 mois de travaux à peu près par la suite. Et donc à l'issue de ces travaux, tout confiant, on recontacte l'urbanisme pour demander l'achèvement des travaux et avoir l'attestation d'achèvement des travaux. Et là ils nous répondent que en fait très bien, ils ont bien reçu, mais qu'elle est incomplète notre demande, puisqu'il faut qu'on joigne l'attestation d'accessibilité du bâtiment. Alors là, je commence à me dire c'est quoi ce truc? Je regarde. En fait, c'est les aspects de PMR, donc d'accès pour les handicapés. Et là, je me dis, mais attends, nous, on n'a jamais dit qu'on faisait un logement qui était accessible en PMR. En plus, le bâtiment là où il y a des marches pour monter. Enfin bref, et puis à l'intérieur, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait du PMR, faut qu'il y ait des dimensions précises pour les portes, faut que la salle d'eau soit assez grande pour pouvoir circuler en fauteuil roulant. Enfin, il y a plein de contraintes à respecter, et c'est très bien. Sauf que nous, à aucun moment ça n'avait été mentionné dans notre projet, et à aucun moment l'urbanisme nous avait dit à la fin, il faudra ça. Et nous, les travaux étaient finis, on se dit super, on va mettre en location, il n'y a plus qu'à avoir cette attestation d'achèvement des travaux. Et là, on nous dit non, mais il nous faut donc l'attestation d'un bureau d'études qui atteste que vous respectez les conditions d'accessibilité. Alors là, et en creusant, alors peut-être que certains le savent, mais il y a un article en fait du Code de la construction et de l'habitation qui précise que quand tu fais des travaux importants de rénovation comme cela ou de construction, là en l'occurrence de rénovation, et que le montant de tes travaux dépasse 80% de la valeur du bâtiment, à ce moment-là, les dispositions qui s'appliquent habituellement à du neuf s'appliquent aussi à ta rénovation. Et donc, tu te dois d'appliquer notamment l'accessibilité PMR. Alors là, un petit peu pareil, un petit coup de panique, quoi, merde. C'est quoi? Nous, on a fait beaucoup de travaux, puisqu'on avait quand même 200 000 euros de travaux dans l'histoire, donc c'était relativement conséquent. Et en fait, en creusant, c'est assez particulier, mais pour évaluer la valeur d'un bâtiment en métropole, en tout cas, je sais pas si c'est partout pareil, mais en métropole, il y a des chiffres qui sont publiés chaque année sur le site du ministère, un des sites du ministère, pour te dire voilà, on prend comme référence. Alors je sais plus, je crois que j'ai vu l'autre jour, maintenant c'est rendu à 1600 et quelques euros hors taxe du mètre carré. Mais même si tu es dans un coin où finalement tu as l'habitude que le foncier il vaille 5000 euros du mètre carré, là tu prends cette référence qui est nationale pour évaluer la valeur de ton bâtiment en réalité. Et heureusement, ça joue à pas grand-chose, mais nous, 80% de cette valeur de notre bâtiment était légèrement supérieure à ce qu'on avait payé, donc on était dessous ces 80%. Donc finalement, on pouvait pas nous exiger de respecter ces nouvelles normes, ces normes PMR. Donc c'est juste uniquement sur un effet de seuil que tu as réussi à t'en sortir, quoi. Ouais, c'est uniquement ça, c'est que ils avaient considéré que comme c'était un gros projet, ok, on était assimilé à du neuf et donc on devait respecter ces normes-là. Mais la règle, c'est pas ça. La règle, c'est ces fameux 80% de la valeur du bâtiment. Et donc, en démontrant qu'on n'avait pas dépassé ces 80% de la valeur du bâtiment, ils ont dit ok, on n'a pas besoin de votre attestation finalement d'accessibilité, quoi. Donc là, on a gros ouf de soulagement. Ouais. C'est bon, on va pouvoir avoir l'achèvement des travaux.
Et ce qu'on a eu après, on a eu la petite réunion avec l'architecte des bâtiments de France qui voulait voir, etc. aussi tout ce qui devait être fait sur la façade. Mais au-delà de ça, on a pu avoir notre attestation sans l'attestation d'accessibilité. Donc ouf. D'accord, ouais, parce que c'est tout ce qui est lié en fait au neuf, en VFA finalement, ça s'apparence à ça en fait quand tu. Ouais, alors oui, moi j'ai jamais acheté dans le neuf, mais en effet quand tu achètes neuf, il y a pas mal de règles, des nouvelles normes qui s'appliquent, que ce soit en termes de rénovation énergétique et puis de respect des accès PMR et donc là, ouais, t'es soumis obligatoirement à ce type de choses, mais ce qui est pas forcément le cas de la rénovation plus légère, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'ils mettent sans doute cette barrière à 80%. À partir du moment où ça représente plus de 80%, on juge que c'est quasiment de la nouvelle construction puisque tu refais tout finalement. Ouais. Donc, parce que là, du coup, 80%, ça se reflétait aussi dans les chiffres entre la part des travaux versus la part du foncier sur votre projet. C'était très déséquilibré comme ça, en ce sens-là ou... Ah ouais, on avait payé, ouais, parce qu'on avait payé moitié moins le foncier par rapport à ce qu'on avait en travaux. Ouais. Donc, on avait beaucoup plus de travaux que d'achat du bâtiment en réalité au départ. Ouais, on pense souvent au blocage des banques là-dessus pour ce genre de projet, mais on pense pas à ces problématiques-là de. Ouais, bah moi non plus jusqu'à y être confronté. Ouais, ça fait quand même, ouais. Vous n'êtes pas passé loin non plus là-dessus. Hein. Ouais, bah après, je sais pas quelles conséquences ça aurait eu, à part que, ok, on n'aurait pas eu l'achèvement des travaux. Donc ça, c'est toujours un peu gênant pour revendre, même si c'est pas pour ça. Mais je pense pas, enfin, on n'aurait pas pu nous empêcher de le louer, mais n'empêche que à la revente, t'as pas d'attestation d'achèvement des travaux. Ouais, t'es mal. C'est pas terrible. Bah écoute, moi de mon côté, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre qui me passe par la tête? Il y a un truc en ce moment que je suis en train de projeter aussi. Alors là, c'est plus lié en fait à la transmission, tu vois, et en fait à ces outils dont on peut disposer pour aussi faire des transactions immobilières finalement par le biais de. Donc là, en l'occurrence, c'est par le biais du donation partage et de la vente à terme. Parce que ce que je suis en train d'essayer de faire, et j'en ai pas parlé aux intéressés, donc c'est vraiment encore dans ma tête ça. Ils vont le découvrir si jamais ils écoutent Discutons Immo, ce qu'ils font sûrement, j'imagine. Ouais, sans aucun doute. C'est donc ma mère est décédée l'année dernière. On a fait une succession des biens qui étaient détenus par mes parents. Là aujourd'hui, donc il y a un bien dans lequel je vis qui est la maison familiale où je suis moi propriétaire à hauteur de à peu près 20%, tu vois, avec mon frère qui a aussi à peu près 20% et mon père à 60%, tu vois, au titre de ce qui a été fait après la succession. Et en fait, nous, on a envie de rester peut-être dans cette maison, mais on n'a pas envie de prendre un financement ou mettre un gros apport dedans, tu vois, parce que je voudrais utiliser mon apport le maximum pour les opérations immobilières rentables, etc. Projets là-dessus. Et donc, en réfléchissant un peu et en pensant un peu à la vente à terme, je m'étais dit, ça peut être intéressant au lieu de verser comme si je versais un loyer, mais en fait que ça soit comme une mensualité de prêt, mais sans prêt via une vente à terme, et comme ça on paye pas d'argent, on donne pas d'intérêt à la banque et on fait ça entre nous en famille. Mais je m'étais juste arrêté à ça dans la réflexion, et en parlant avec mon notaire, il me disait qu'il y a un outil qui est très flexible, c'est la donation partage cumulative, qui permet en fait à mon père de nous léguer à mon frère et moi en fait ce bien immobilier là, ma résidence principale aujourd'hui. Et du coup, au lieu d'avoir 20%, j'aurais 50% de la maison avec mon frère. Et du coup, je pourrais après ça passer un contrat d'achat via un vente à terme avec mon frère, où les mensualités entre guillemets de cette vente, les conditions peuvent être complètement libres. Ça c'est aussi quelque chose de très souple. Donc je peux décider de dire voilà, je vais te payer sur 25 ans à hauteur de 500 euros, on va dire par mois, si c'est, on va dire que je dois payer 150 000 sur un bien à 300, tu vois, je dois te rembourser 150. Je te paye des mensualités de 500 sur 25 ans, et puis peut-être j'ai un apport de cash dans 2 ans, et d'un coup j'ai envie de solder tout ça, j'ai aucun problème, je peux le solder, décider que l'échéancier il se transforme, tu vois, et ça je trouve ça vraiment assez cool, quoi. Enfin c'est pas un truc auquel j'avais forcément pensé, et je trouve que il y a des outils qui peuvent être vraiment utiles.
Ouais, qu'on soupçonne pas toujours si on parle pas aux bonnes personnes, notaires ou autres. Ouais. C'est vrai que j'avais entendu parler de cette vente à terme. Je crois que c'est Joël Benamou notamment qui l'a utilisé aussi sur Mastermind, où en effet il expliquait que le principe c'est finalement que le vendeur joue le rôle de la banque, quoi. C'est à lui que finalement tu vas payer entre guillemets les mensualités que tu aurais payées habituellement à la banque. Bon là, l'avantage que t'as, c'est qu'en plus si c'est ton père, c'est plus facile de le convaincre et de se mettre d'accord, notamment sur la durée, parce que comme tu dis, si tu dois faire sur 25 ans un vendeur classique, lui, il aurait peut-être pas forcément envie de le faire sur une aussi longue période. Mais c'est vrai qu'il y a plein de mécanismes comme ça qu'on soupçonne pas toujours et qu'on entend, qui doivent quand même être assez rarement mis en œuvre, mais quand tu peux le faire, ouais, ça peut avoir un gros avantage, quoi. Ouais, de ce que j'entends des gens qui le pratiquent, les freins, la vente à terme, c'est alors le notaire, il aime pas ça a priori, pas trop, parce que c'est un procédé assez compliqué, pas dans le cadre familial comme il est là on ferait, mais ouais. Avec une partie externe, c'est assez compliqué. Et puis de deux, je sais plus c'est quoi l'autre obstacle. Ouais, en fait, c'est surtout de le faire passer auprès du vendeur parce que c'est très peu connu. Donc le vendeur, il se dit ouais, mais tu vas me payer quand tu vois quelles sont mes garanties et tout, alors qu'il y a des garanties qui peuvent être données. Mais c'est vrai que comme c'est moins connu, c'est un peu plus de doutes qui s'installent, quoi. Ouais. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, quand on connaît pas, ça fait toujours un peu plus peur. Ouais. Puis une fois qu'on l'a fait un peu, on s'aperçoit que c'est pas si complexe. Ok, ouais, cool. Alors peut-être une petite dernière en ce qui me concerne pour la route. Lors de mon dernier projet, donc là j'ai acheté encore pour exploiter en locatif. J'ai acheté, c'était en octobre de l'année dernière. Donc j'ai fait une proposition qui a été acceptée, etc. via une agence, plusieurs lots dans un immeuble. Et donc au départ c'est l'agence qui voulait absolument rédiger le compromis de vente entre moi et le vendeur. Donc voilà, en plus comme c'était un petit peu compliqué vu que j'ai acheté quasiment tous les lots sauf un de l'immeuble. Bon c'était une copropriété, il y a un autre copropriétaire qui appartient à la famille du vendeur. Et toujours est-il que de ce fait-là, ça compliquait légèrement la rédaction et surtout les agences souvent ils ont des compromis qui sont assez contraints, on va dire, par la trame dont ils disposent pour la rédaction, et dès que ça sort un petit peu des cases standards, comme là c'était un peu le cas, c'est moins facile. Donc on avait commencé à revoir quand même le compromis, etc. Le notaire du vendeur suivait ça de loin vraisemblablement, et puis elle a eu un rendez-vous avec le notaire vendeur, et là le notaire, au bout d'un mois peut-être, quelque chose comme ça, après que j'ai eu signé mon offre d'achat et qu'elle a été contresignée aussi. Et donc là, le notaire vendeur a dit ah non, mais il y a trop de points un peu complexes, c'est moi qui vais rédiger l'acte. Ok, donc bon, c'était déjà écoulé un mois. Et là, je le dis quand même à mon propre notaire, parce que moi je préfère toujours, et je pense qu'on est pas mal comme ça, en tout cas quand on commence à faire de l'immobilier un peu sérieusement, à préférer avoir son propre notaire. Qui défend ses intérêts, et donc je l'avertis de ça, et il me dit non, mais c'est pas à mon confrère de rédiger la promesse, puisque c'est vous qui faites l'acquisition, et donc c'est à moi de la rédiger. Donc ce qui me paraissait au départ en plus le plus logique, souvent c'est comme ça que ça se passe. Alors après c'est un peu complexe malgré tout, parce que en fonction des chambres des notaires et des régions, les règles peuvent parfois différer, et donc pareil, si les notaires qui sont impliqués dans la vente, il y en a un qui est dans la même chambre que le lieu où se trouve le bien versus l'autre qui est dans une autre, qui dépend d'une autre chambre ailleurs en France, les règles sont pas les mêmes. Enfin, il y a des petites subtilités comme ça parfois. Bon là, il se trouve que les deux sont dans le même département, donc il n'y avait pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Mais le mien dit non, c'est à moi de rédiger. Donc l'autre finalement lui répond non, parce que la copropriété, je vais devoir créer la copropriété, et donc quand il y a une mise en copropriété comme ça, c'est en effet le notaire vendeur qui doit rédiger. Et le mien, après, qui réagit, qui dit non, en fait, la copropriété, elle existe de fait, même si dans la pratique, il n'y a jamais eu d'AG, il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais eu d'élection de syndic et quoi que ce soit. Dans la pratique, elle existe quand même, puisque à partir du moment où il y avait eu split des lots dans la copropriété, il y a de ça plusieurs décennies, c'est qu'elle existait déjà. Et donc en fait, c'est lui qui devait faire la rédaction. Donc finalement, c'est mon notaire qui a récupéré la rédaction. Et puis à ce moment-là, il s'aperçoit aussi, comme il y avait notamment un lot commercial parmi les lots que j'achetais, que le notaire du vendeur n'avait pas fait le courrier qui normalement doit être fait,
qui donnait priorité éventuellement aux preneurs du local commercial puisque j'achetais avec le local loué. Il avait donc la priorité via le bail qu'il avait signé pour racheter son local si jamais un jour il était vendu. Donc là, faut faire le courrier. Il a le droit à 1 mois pour répondre par rapport à ce courrier, etc. Donc reperte de temps. Pareil, il y avait un des lots où il était vendu libre, mais il y avait eu un congé pour vente qui avait été donné, donc il fallait renvoyer un courrier à cet ancien locataire pour lui demander s'il voulait acquérir le lot que je rachetais, dans lequel avant il était locataire au prix auquel moi je l'achetais. Donc bon là ça c'était pas bloquant, mais ça rajoutait encore quelque chose comme ça. Voilà, et puis donc ça traîne encore en longueur, le temps que tous les papiers soient réunis, etc. Et enfin tout ça est corrigé et réglé par les notaires et par mon notaire. Et donc on définit la date de signature et voilà. Et puis là, 3 semaines avant, alors on est déjà rendu, la signature était prévue au mois de mai, donc d'octobre, tu vois, jusqu'à mai déjà, il s'était écoulé un peu de temps. Et puis là, 3 semaines avant la signature définitive de la vente, là, je reçois un appel en fait qui m'informe que la vendeuse, parce que c'était une vendeuse à qui j'achetais, a été décédée quelques jours avant. Alors situation un peu glauque. Moi, je me dis aussi bon bah super. Alors là, on a déjà perdu je ne sais combien de mois, mais alors là, je sais pas trop comment ça va se passer. Alors j'ai le droit de me rétracter si c'est un cas qui est prévu dans généralement les promesses. Bon, j'avais pas forcément envie de me rétracter et je me disais bon ok super, moi j'avais tout calé avec les artisans puisque on était rendu à 3 semaines de la signature, donc moi les artisans ils devaient enchaîner pour que je puisse mettre en location dès que c'était terminé. Mais bon là c'était mal barré. Et puis je ne sais pas, c'est pas un coup de bol, mais le notaire vendeur là s'est bien débrouillé. Il a proposé de faire une succession partielle. Je sais pas si c'est un peu ce que peut-être tu évoquais tout à l'heure. Et en fait, ils ont pu sortir le bien qui était vendu et donc dont les héritiers avaient hérité là quelques jours avant, pour que finalement la vente puisse se faire rapidement et tout en ensuite traitant le reste de la succession par la suite. Donc finalement ils ont fait ça et la date, alors au lieu que ce soit 3 semaines après, ça a été peut-être 4 semaines. Voilà, il y a une semaine qui s'est rajoutée, mais c'était inespéré au vu de la situation que ça prenne aussi peu de temps finalement. Et donc voilà, finalement ça s'est bien terminé. Mais comme quoi, il y a aussi des solutions parfois quand on croit que là vraiment c'est tout compliqué. Moi j'ai découvert la succession partielle à ce moment-là. Je savais pas non plus, franchement que c'était possible de faire ce genre de choses. Donc c'est bon à savoir aussi quoi. Ouais, parce que j'imagine le travail du notaire là, c'est d'exclure de la succession en fait ce bien-là qui était déjà entre guillemets, vendu. Je pense que c'est ce qui t'a sauvé, ce qui a fait qu'ils ont pu le faire, c'est que le vendeur avait accepté l'offre, signé le compromis, contre-signé le compromis, tu vois. Oui, de toute façon, ils pouvaient pas se dédouaner à partir du moment où t'as vendu quelque chose, tes héritiers sont obligés d'aller au bout aussi. Donc ils pouvaient pas stopper la vente, mais on aurait pu se dire bon bah là, le temps que la succession soit faite, que donc moi j'achète plus à la vendeuse mais à ses héritiers, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps que ça, puisque t'as 6 mois normalement pour faire une succession. Et oui, c'est clair. S'il avait, non, c'est clair. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, dès que ça rentre dans le cadre d'une démarche de succession où ça dure des plombs parce qu'ils vont reprendre tous les biens immobiliers, tous les patrimoines et tout. Ouais. Mais bon, finalement, ce coup-là de la succession partielle, c'était plutôt une bonne idée, sans doute. Donc en fait, si on fait un peu le fil rouge et la conclusion de tes témoignages, c'est que t'as toujours des coups de peau, toi, de folie, toi, Alex. Ouais, je pense que c'est pas des coups de peau. Je pense que c'est comme toi. En fait, dans l'immobilier, faut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. À chaque fois, il y a des choses qui surviennent auxquelles on n'a pas pensé, un dégât ou un problème administratif. Et puis, c'est à ce moment-là que tu fais, ok, comment on le résout et quels sont les bons interlocuteurs. Et finalement, c'est un peu ça, et c'est ce qui fait que c'est pas non plus donné à tout le monde de finalement peut-être avoir un parcours si important en IMO que tu peux l'avoir aussi ou d'autres, tu vois. Ouais, c'est complètement. Non, j'avais pensé à ça aussi récemment. J'ai fait la réflexion que c'est pas pour les cœurs tendres, mais qu'en fait. Je sais même pas si c'est pas une question de sensibilité, mais c'est vrai que si tu veux pas affronter les problèmes, vaut peut-être mieux éviter l'IMO. Il y a peut-être des choses plus passives que l'IMO, quoi. Après, je pense qu'en fait, il y a une limite à avoir, et je pense il faut pas penser que c'est un fleuve tranquille, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. C'est-à-dire les fois où tu perds vraiment de l'argent en termes de patrimoine,
Bon, évidemment, tu perds du temps, tu as du stress, tout ça, c'est une charge mentale, mais les fois où vraiment tu perds dans l'immobilier en investissant, ou même avec ta résidence principale, ça existe, mais c'est quand même très rare, tu vois, les gens qui se font plumer. Là, en ce moment, en Chine, c'est un peu ça, tu sais, avec les promoteurs qui font des faux. Bon, là, t'as payé une maison, t'as pas la maison. Ça, c'est un truc qui transforme ta vie dans un sens négatif. Mais en France, franchement, euh, enfin, assez rarement, tu peux vraiment te faire vraiment plumer, quoi. T'as beaucoup d'aventures qui peuvent t'arriver. Faut tenir la barre, comme tu dis, pas lâcher l'affaire, mais c'est pas aussi, enfin, c'est jamais aussi. Ça peut pas ruiner ta vie, quoi, d'avoir investi en IMO, je pense. Ouais, bah, je pense qu'il y aurait des contre-témoignages à ça, probablement, mais c'est vrai que, en tout cas, je touche du bois, c'est pas ce que j'entends et ce que j'ai pu vivre moi, et tant mieux. Ouais. Il doit y avoir des cas un peu plus tordus, mais c'est vrai que, bah, c'est comme toujours, je pense qu'avec le temps, tu prends en expertise, en confiance, tu sais ce qu'il faut regarder, à quoi il faut faire attention, ce dont il faut se méfier. Tu crées une équipe avec des gens aussi de confiance avec qui tu sais que ça se passe bien et sur lesquels tu peux t'appuyer pour des aspects d'expertise autant techniques que juridiques qu'administratifs. Donc bon, j'ai l'impression que plus t'avances, plus t'as moyen de pas faire d'erreur, quoi. C'est sûr que le départ est sans doute le plus difficile parce que là, il faut tout découvrir, tout apprendre, savoir à qui parler. T'es jamais trop sûr de toi. C'est clair. Donc, tu te fais bananer partout, quoi. Donc bon, ça veut pas dire que ça peut pas arriver après, hein, mais c'est vrai qu'à force, on prend un peu d'expérience. Alors, est-ce que tu en as une petite dernière pour la route ou là, t'as épuisé Là, je suis quasiment à sec. Voilà. Je peux te parler de situations d'impayés, mais bon, est-ce que qui sont un peu classiques? Je dirais peut-être bon, en gros, c'était sur cet appart que j'ai vendu à Saint-Denis, que j'avais acheté en 2017, donc j'étais à l'étranger. Et j'ai choisi de le rénover. Je devais partir tu vois, je devais repartir au Brésil où j'habitais, genre, tu vois, une semaine après, quoi. Avoir terminé la rénovation. Et il fallait que je trouve un locataire. Et dans ces situations, tu fais jamais le bon choix. Donc c'était un locataire qui était aussi colombien. Je m'étais dit, ah, c'est bon, maintenant je fais partie de la ligue. On est sud-américain, on va pas se lâcher non plus. Et donc bon, je sentais quand même, tu vois, j'avais un petit doute, je sentais qu'il y avait de locataire qui venait un peu léger, tu vois, le dossier un peu trop léger, un peu bâclé, en mode, c'est des gens qui commencent déjà à te dire ne t'inquiète pas avec moi, t'auras pas de problème. En fait, c'est souvent c'est pas bon signe. C'est souvent justement avec eux que tu vas avoir des problèmes. Ça c'est un truc que enfin, pour moi, ça devient un peu un red flag, quoi, quand j'entends ça. Parce que la personne avec qui il y a vraiment effectivement pas de problème, elle a pas besoin de le dire. Tout est déjà carré, ça se voit lui-même. Donc c'était un peu pris par le temps. Il fallait que je trouve un locataire et je pensais que ça allait bien se passer. Et donc pas mal d'histoires parce qu'il venait avec son fils alors qu'il devait pas normalement parce que c'était une coloc de deux. Lui, il venait un peu pour le prix bas de la coloc plutôt que pour l'esprit coloc. Et du coup, ben ouais, ça se passait pas bien avec l'autre coloc, c'était la galère. En plus, je devais gérer ça depuis le Brésil. C'était chaud. Et puis en partant, il m'a laissé une petite ardoise, je crois 800 €, un truc comme ça. Mais par contre, ouais, j'étais très heureux quand il est parti parce que ça aurait pu être encore pire, tu vois, genre squat, etc. Et donc au final, c'était le seul d'ailleurs un pays que j'ai eu de tout mon parc IMO là à ce jour. Donc c'est pas si horrible que ça, mais voilà. En gros, je pense que c'est un truc que j'aurais pu éviter si j'avais été plus diligent, tu vois, sur la sélection du locataire. Et quand il y a un doute, voilà, pas de doute. Ouais, quand il y a un doute, il y a pas de doute. C'est vrai que souvent, quand on s'applique ça fonctionne mieux, ouais. Mais parce qu'il t'avait pas payé que le dernier mois avant de partir ou sur une plus longue période, il avait commencé à pas te payer? Ouais, déjà sur la période des 6 derniers mois, ça traînait. Il y avait un mois de retard, un mois et demi. Après, il me payait d'un coup, beaucoup, mais tu vois, c'était pas des trucs très réguliers. Et sur la fin, en fait, sur la fin, il considérait que le dépôt de garantie, c'était genre, ça comptait pour du loyer qu'il allait me payer. Enfin bref, c'est le truc, oui, normalement, on n'est pas censé faire. Voilà. Ok. Bon, bah ouais, ça arrive, hein. Encore une fois, la vie d'entrepreneur dans l'immobilier. Ouais, ça, je pense, c'est un truc qu'il faut, quand tu t'investis en immo, faut vraiment se dire que tu vas aller avoir ces trucs finalement. Tu vois, il faut te préparer, tu vas aller avoir la fuite d'eau, tu vas aller avoir
C'est plus l'impayé, c'est plus comment je réagis face à ça, tu vois. Ouais. Et puis bon, faut rappeler les chiffres. Hein. Bon, ça a un petit peu augmenté, je crois, avec la période Covid, mais on était même pas à 2%, je crois, d'impayés en France. Ça reste quand même un peu anecdotique. Alors, c'est sûr que plus tu sélectionnes tes dossiers, sans doute, moins tu t'exposes au risque d'être confronté à ça, même si ça, tu peux jamais être sûr à 100%. Mais... Donc, ouais, bah c'est cool. En tout cas, plein de petites histoires croustillantes une fois passées au four. Donc, Paco, merci. Je vais dire, je les ai un peu pumpés, histoire que ça croustille, mais bon, pour Noël, ça passe bien, tu vois, auprès du feu. Voilà, c'est ça, un petit podcast à s'écouter auprès du feu. Bon, en tout cas, c'était bien cool de te recevoir, Paco, sur le podcast Discutons Imo. Et puis, bah, surtout, j'invite tous ceux qui connaissent pas déjà les investisseurs 4.0. Donc, il y a un podcast qui parle d'IMO, mais pas que, hein, des investissements de manière générale, à aller faire un tour sur les investisseurs 4.0. Je pense que vous le regretterez pas. Il y a plein de bonnes choses à écouter sur des sujets très divers. Et donc, voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Non, merci pour ce petit mot. Et ouais, bien sûr, on fait pas, enfin, c'est la même communauté. On est là pour apprendre sur l'IMO, l'investissement, etc. Donc c'est top. Bah, merci beaucoup de ton invitation sur ton podcast. Je t'en prie, tu étais le bienvenu sur Discutons Imo. Et bah écoute, bonne fête de fin d'année à toi, Paco. À toi aussi. À bientôt. Bonne fête et à bonne tous. Fête à tous d'ailleurs aussi. Ouais. Tant qu'on y est. Merci Alex, à plus. À plus. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Imo.